Bonjour tout le monde et bienvenue sur le premier épisode de mon podcast, Le Miroir du Ciel. Alors dans ce premier épisode, je vais d'abord commencer par me présenter. Avant toute chose, faisons les présentations. Donc je m'appelle Thaïs et j'ai vécu sur un voilier pendant 12 ans, autour du monde. Je suis partie avec mes parents et ma grande sœur de Toulon en 2006 et on a voyagé jusqu'en Polynésie française. Quand on est parti, donc en 2006, j'avais 3 ans et demi et aujourd'hui j'en ai 21 et je finis cette année mes études en gestion de l'environnement. Je suis dans un parcours spécialisé en communication scientifique et je suis toujours passionnée par la mer. Je suis quelqu'un qui est aussi très attaché aux souvenirs et j'ai un petit peu peur d'oublier... En fait, j'ai assez peur d'oublier pas mal de choses. Et donc, j'ai pensé qu'un podcast, ce serait un bon combo, en fait. J'ai pensé que c'était une bonne idée de faire ça pour se rappeler un petit peu de cette enfance incroyable que j'ai eu la chance de vivre. Et aussi, peut-être que c'était un moyen, je ne sais pas si c'est un bon moyen, mais c'est un moyen parmi tant d'autres, d'essayer de faire découvrir un peu toute cette vie marine, tout cet environnement, tous ces paysages assez extraordinaires que j'ai pu croiser un peu partout sur Terre. Et pour le nom aussi du podcast, Le Miroir du Ciel, c'est une expression que j'ai vue, je l'ai vue passer, je sais pas où, dans toute la sphère internet que je consomme au quotidien. Et j'ai trouvé ça super, une super belle manière de parler de l'océan, super poétique, j'ai adoré. Donc j'ai décidé que mon podcast s'appellerait comme ça, voilà. Si vous aimez la mer, si vous vous intéressez un peu à tout ce milieu, à la biodiversité marine, si ça vous parle, si ça vous attire, si vous aimez le voyage au long cours et que vous êtes friand de petites anecdotes de voyage, voilà, bienvenue. Je pense que vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez aussi écouter les gens en parler, parce qu'il y en a des choses à dire, croyez-moi. Je vous propose de commencer directement ce premier épisode en revenant au point de départ, là où tout a commencé, en Méditerranée. J'avais 3 ans et demi quand on est parti de Toulon, le 1er août 2006, sur un petit voilier de 12 mètres de long, un Sunfise, s'il y a des connaisseurs, qui s'appelait Orphée. Donc un petit voilier monocoque, basique, une seule coque, vraiment le bateau le plus sommaire possible. Non, mais un bateau sans prétention. J'ai quand même quelques souvenirs du tout début du voyage. En fait, c'est des souvenirs surtout liés à des sentiments... ce truc de l'excitation du départ, de se rendre compte qu'on part faire un voyage de fou, quoi. On part faire une aventure, on part vivre une aventure, en famille. Donc c'est extra, c'est génial. Et puis en fait, ce qui faisait un peu la particularité de notre voyage, c'est que en fait on partait, mais on savait pas quand est-ce qu'on allait rentrer, quoi. C'est parti, on va faire le tour du monde, quoi. C'est parti. On apprend à connaître le bateau, on commence à instaurer un peu un rythme. En fait, du coup, c'était... essentiellement ma mère qui nous faisait les cours, à ma sœur et moi. Donc en fait, on faisait les cours par correspondance, le matin. Et puis l'après-midi, on était quand même en train de faire le tour du monde sur un bateau, quoi. Donc il fallait un peu ouvrir les yeux, s'ouvrir au monde. Et donc c'était ça, c'était le matin, les cours. Et puis l'après-midi, découverte, quoi. Et donc on a commencé le voyage comme ça, et en Méditerranée, donc forcément, puisqu'on est parti de Toulon. Et on a commencé sur les îles d'Or, et notamment sur Porquerolles. Donc c'est la première fois que j'ai vraiment mis la tête sous l'eau, entre guillemets, en Méditerranée. J'étais vraiment toute petite. Donc surtout qu'avec ma sœur, c'est vrai que comme on savait qu'on allait partir en voyage... on a un peu su nager avant de savoir marcher, quoi. Vraiment, c'était limite ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça et de vous faire un peu découvrir les fonds marins méditerranéens. Donc le bassin méditerranéen, dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Donc un hotspot de biodiversité, c'est en fait une zone de la planète qui va réunir 2 conditions, à savoir une biodiversité très riche et de fortes pressions anthropiques, donc des menaces, des pressions qui sont liées aux activités humaines. Dans le monde, il en existe environ 35. Et en fait, pour être classé hotspot de biodiversité, la zone en question doit abriter au moins 1500 espèces de plantes vasculaires endémiques, c'est-à-dire des plantes qu'on va trouver uniquement dans cette région particulière du globe. Et elle doit aussi avoir perdu au moins 70% de sa végétation primaire. Donc c'est pas seulement en fait la richesse de la biodiversité qui qualifie un hotspot, mais c'est aussi les menaces qui pèsent sur ce hotspot.
La Méditerranée, c'est donc un hotspot de biodiversité et c'en est un parfait exemple. La Méditerranée, c'est seulement 1% de la surface globale des océans et pourtant elle abrite environ 10% des espèces marines connues dans le monde et elle présente un taux d'endémisme qui est compris entre 25 et 30%. Donc c'est assez colossal. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un écosystème qui est peut-être le plus emblématique de Méditerranée et c'est l'herbier de Posidonie. Donc les herbiers de Posidonie, qu'est-ce que c'est ? C'est des grandes prairies sous-marines qu'on observe un peu partout en Méditerranée et donc ils sont constitués de ce végétal qui est la Posidonie, qui n'est pas une algue mais qui est bien une plante qui est endémique de Méditerranée et qui occupe donc entre 20 et 50% des fonds côtiers. En fait, cette plante, elle est regroupée en herbier qui accueille plus de 20% de la biodiversité méditerranéenne. Donc c'est une plante vivace qui fait des fleurs, qui fait des fruits. Donc la Posidonie, elle possède de longues feuilles qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long et son fruit va ressembler à une petite olive verte. Les herbiers vont se développer sur des fonds sablonneux ou rocheux peu profonds, jusqu'à 40 mètres de profondeur et donc uniquement en Méditerranée. Et en fait, plus que des prairies, les herbiers, c'est des véritables forêts sous-marines et ils sont essentiels pour une multitude d'espèces marines en servant de lieu de vie, de zones d'alimentation, mais aussi de frayères. Donc les frayères, ça va être les zones où les poissons vont pouvoir pondre. Et c'est aussi des zones de nurserie, donc qui sont des zones où les jeunes poissons, enfin les juvéniles, vont pouvoir se réfugier et grandir tranquillement, quoi. Et donc cette plante, en fait, elle a plein de rôles différents, en plus de ce que je vous ai cité pour les espèces. Elle permet de lutter contre l'érosion côtière en accumulant les sédiments. Elle participe également à la modération des événements extrêmes, en fait, en atténuant la houle et en réduisant les courants, exactement comme un brise-lame, en fait. Donc ça limite mécaniquement aussi l'érosion côtière. Et puis les herbiers, ils stabilisent les fonds marins également et ils permettent de filtrer l'eau et donc d'améliorer la qualité de l'eau en Méditerranée. Et en plus de cela, bien sûr, et c'est surtout pour ça qu'ils sont connus, c'est que les herbiers de Posidonie sont essentiels dans la lutte contre le changement climatique puisqu'ils séquestrent durablement le carbone. Donc en fait, la Posidonie, comme c'est une plante, elle est capable de fabriquer sa propre matière organique par la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle fixe le CO2 et elle libère de l'oxygène dans l'eau. Et donc ce carbone qui est retiré de l'atmosphère par les écosystèmes océaniques, les herbiers donc, mais aussi les mangroves, les marais salés, c'est ce qu'on appelle du carbone bleu. En fait, les herbiers marins, ils accumulent ce carbone dans les sédiments durant des siècles, voire des millénaires, et ça constitue en fait des puits de carbone qui sont juste énormes. En fait, la plante, elle est constituée de tiges qu'on appelle des rhizomes, et qui sont généralement enfouis dans le sédiment, et qui constitue ce qu'on appelle une matte. Cette matte, donc, qui est composée des rhizomes, des racines, des sédiments qui colmatent les interstices, et elle stocke jusqu'à 10 fois plus de carbone que les sols forestiers. À surface égale, pour vous donner une idée, les herbiers captureraient même 3 fois plus de carbone qu'une forêt tempérée ou tropicale. Donc c'est énorme. Et les herbiers de Posidonie absorberaient 10% du carbone capté par les océans, alors qu'ils ne représentent que 0,2% de leur surface. Donc c'est des écosystèmes qui sont extrêmement importants pour toutes ces raisons, mais qui sont aussi très fragiles évidemment, et qui sont notamment menacés par les ancres de bateaux. Lorsque les bateaux sont au mouillage, souvent, avec les ancres, en fait, ça arrache les Posidonies. Mais il y a énormément de choses qui sont mises en place aussi pour faire face à cet enjeu. Je pense notamment aux SMEL, donc les zones de mouillage et d'équipement léger, qui sont des mouillages innovants en fait, qui ont vocation à amoindrir l'impact. Je me rappelle encore, moi aujourd'hui, je suis toujours fascinée par ces grands herbiers là, magnifiques, qui avec ces grandes feuilles qui flottent dans l'eau comme des rubans là au gré des courants, c'est magnifique. Dès que je vais me baigner et tout en Méditerranée, je vois des herbiers, en fait j'ai envie de me mettre dedans, là on dirait un matelas. Donc voilà, après Porquerolles, on est allé en Corse, on est allé en Sardaigne, et bon voilà, c'est magnifique. Donc on passait nos journées sur l'eau, je voyais des dauphins partout pour la première fois, c'était dingue. Et donc en quittant la Méditerranée, en traversant le détroit de Gibraltar, c'est vrai que là, c'était un truc quoi. Il y avait cette impression de quitter, et ça a été peut-être la première fois où il y a eu cette impression de quitter quelque chose. Je crois que c'est aussi un truc du voyage, c'est qu'en fait tu n'arrêtes jamais de dire au revoir. Tu n'arrêtes jamais de dire bonjour, mais tu n'arrêtes jamais de dire au revoir. Et donc c'est la première fois qu'on disait finalement au revoir à quelque chose qu'on avait toujours connu. C'était surtout une excitation folle quoi, de quitter la maison pour partir à l'aventure, c'était vraiment ça. Je l'ai dit plein de fois ce mot, mais parce que je ne trouve pas d'autre mot qui colle mieux à ce qu'on a vécu. C'était une grande aventure, et l'aventure elle commence maintenant, en sortant du détroit de Gibraltar et en arrivant dans l'Atlantique.
Je vous donne rendez-vous dans le 2e épisode, un petit peu plus loin sur la route. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller voir la mer. Bisous!